Début mai 1940, l'assaut allemand contre la Norvège, qui a complètement surpris les Alliés, progresse. Toute la partie sud et centre du pays est sous leur contrôle. Les Alliés, contraints d'évacuer le centre du pays, principalement à cause de la maîtrise de l'air allemande, décident de concentrer leurs efforts sur Narvik. Pour défendre la ville, les Allemands, commandés par le général Dilt, chef de la 3e Jerbisjäger division de montagne, disposent du 139e bataillon de sa division, soit 2000 hommes, et 2600 marins issus des destroyers détruits ou sabordés les 11 et 13 avril, armés avec les prises norvégiennes. Le 14 avril, à Bjørnfjell, où s'étaient réfugiés une partie des soldats norvégiens de la garnison de Narvik, suite à la prise de la ville, une brusque attaque allemande, supérieure en nombre et en équipement, les repousse. La plupart sont faits prisonniers et le hameau est facilement conquis. Dilt y installe son PC et le secteur servira de zone de largage, de fourniture et de renfort. Environ 1000 paras sauteront sur la zone pour renforcer les Jerbisjäger. De leur côté, les Britanniques, qui débarquent le même jour à Harstad, commencent à consolider leur position. Des troupes sont déployées dans les jours suivants alentour et une base logistique installée à Scanland. Une partie des forces britanniques prend pied au sud de Lofoldsfjord. Pour contrer la menace aérienne, l'aérodrome de Bardufoss commence à être aménagé pour recevoir des chasseurs anglais. Enfin, les Norvégiens de la 6e division, déjà mobilisés suite à la guerre d'hiver, sont positionnés au nord-est de Narvik et le PC de la division est à Harstad. Entre le 15 et le 27 avril, le corps expéditionnaire français en Scandinavie, composé de la 1re division légère de chasseurs avec 3 bataillons de chasseurs alpins et 2 bataillons de montagne de la Légion, commandé par le général de brigade Bétoir, est débarqué à Harstad. La division incorpore également une unité polonaise, la brigade de chasseurs de Podal, forte de 5000 hommes. Dans le même temps, les Norvégiens de la 6e division, commandés par le général Fleischer, tentent de progresser vers Narvik. Après plusieurs attaques infructueuses, un bataillon parvient à prendre Krantakesborg, qui a été en fait abandonné par les Allemands. Mais le 28, le général Dilt profite du manque de préparation des Norvégiens pour lancer une contre-attaque, utilisant des civils comme boucliers humains. Les Allemands bousculent les Norvégiens, leur infligeant des pertes sévères. Après ce succès, les Allemands évacuent à nouveau le village. À partir du 29, 2 bataillons de chasseurs alpins progressent à droite des Norvégiens, pendant qu'un autre, appuyé par un détachement polonais, progresse le long de la rive nord du fjord. Mais la progression est lente, et l'absence de commandement unifié entre alliés et norvégiens ne facilite pas la tâche. Le 9 mai, le 12e bataillon de chasseurs alpins prend pied sur la rive sud du fjord, à l'ouest de Narvik, pendant qu'un bataillon polonais progresse lentement au nord. Le 11 mai, le général Auchinleck arrive en Norvège et prend le commandement des forces alliées. Il décide rapidement de confier le secteur de Narvik au général Bétoir et aux troupes franco-polonaises, les Britanniques se chargeant du secteur de Bodo, afin de retenir les Allemands. Le général Bétoir, partisan d'une offensive plus directe, finit par obtenir gain de cause, et les Alliés préparent un débarquement en force sur Bjervik, au nord de Narvik. Le 12 mai, vers minuit, un lourd bombardement du village par l'artillerie navale commence. Le bourg, peuplé de civils, est partiellement détruit et 14 sont tués. À l'aube, 6 péniches de débarquement abordent la côte en face du bourg et les hommes du 1er bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion, appuyés par 5 chars Hotchkiss H-39, se lancent à l'assaut. Les combats dans le village durent 5 heures et il faut prendre les maisons une à une. Un peu après, un 2e débarquement a lieu à l'est du village, avec pour objectif le camp d'Evelgard. Le 2e bataillon se lance à l'attaque et enlève le camp. 80 prisonniers norvégiens sont libérés et 500 Allemands faits prisonniers. Au nord, les chasseurs alpins aussi se sont lancés à l'attaque, progressant vers Bjervik avec l'aide d'une compagnie de skieurs norvégiens. Mais le manque de coordination avec les forces norvégiennes chargées de la progression à gauche des chasseurs alpins ne permet pas de couper la retraite aux Allemands qui se replient vers le sud-est. En fin d'après-midi, le bourg d'Øyjorda est occupé sans combat. Un peu après, une contre-attaque allemande tente de le reprendre, sans succès. Peu après, 3 bataillons polonais de la brigade Podal sont débarqués sur les positions du 12e bataillon de chasseurs alpins, au sud-ouest de la ville. Pendant ce temps, 2 escadrons de chasse, amenés par porte-avions, commencent à prendre position sur l'aérodrome de Bardufoss, au nord de Narvik. Mais ils n'arrivent pas réellement à contenir les attaques incessantes de l'aviation allemande, qui opère chaque fois que le temps le permet.
le 17, le PC de la 13e demi-brigade de la Légion est écrasé sous les bombes à Bjervik, mettant hors de combat une partie de l'état-major. Au sud de Narvik, autour de Bodo, les Britanniques tentent de retenir la montée des forces allemandes. Le 2 mai, les Anglais avaient débarqué des éléments de la 24e Guard Brigade à Bodo et placé des forces à Moosjoen et Miirana pour tenter de bloquer l'avance allemande vers le nord. Après avoir arrêté brièvement les Gerbysjäger au sud de Moosjoen, les Anglais ont été contraints de reculer. Le 18 mai, le 1er Squad Guard, positionné à Mo i Rana, est attaqué par les Allemands et décroche en dépit des ordres qui lui demandaient de tenir le plus longtemps possible. Malgré l'arrivée de renforts, les Anglais sont repoussés progressivement vers le nord, puis sont débordés et repoussés vers Bodo. Les unités allemandes, tout en marquant la ville, continuent leur progression vers le nord. Le 25, devant la situation en France, où l'offensive allemande remporte succès sur succès, les Alliés décident de quitter la Norvège. Ce sera l'opération Alphabet. Mais les responsables militaires franco-britanniques sur place arrivent à obtenir que l'évacuation n'ait lieu qu'une fois Narvik reprise, pour ne pas lâcher les Norvégiens si facilement. Le 27, Bodo est à son tour écrasé sous les bombes allemandes, et le terrain d'aviation, qui vient à peine d'être mis en service, est détruit. La moitié des bâtiments de la ville sont en ruine. Le même jour, l'attaque des Alliés sur Narvik commence à 23h par le bombardement naval. Puis à minuit, c'est le début de l'attaque. Le 28 au petit matin, les légionnaires se lancent à l'attaque à travers le fjord de Rombax sous le feu ennemi et débarquent au nord-est de Narvik. Les Allemands s'accrochent au terrain, mais les Français finissent par les repousser, puis pénètrent dans la partie nord de la ville. Au même moment, le 2e bataillon polonais attaque le bourg d'Akenstranda et le premier, celui de Nyborg. Les combats, violents, durent plus de 24 heures, mais les deux positions sont conquises. De leur côté, les Norvégiens progressent vers la voie de chemin de fer avec les chasseurs alpins sur leur droite, refoulant progressivement les Allemands sur le secteur de Björnfjell. À 7 heures, Dilt décide d'abandonner la ville et de reculer vers Björnfjell pour se retrancher dans les montagnes. Les légionnaires occupent Narvik, puis repoussent les Allemands vers l'est. Un peu plus au sud, les Polonais font de même. Le 29 au soir, Narvik et un large périmètre sont aux mains des Alliés. L'état-major allemand est alors très inquiet et Hitler, ignorant la décision des Alliés de quitter la Norvège, envisage de demander à Dilt de faire passer ses forces en Suède pour les faire interner. Mais, devant l'arrêt de l'offensive alliée le 29, Dilt reste et se retranche, avec l'espoir de voir enfin arriver les renforts du sud. Le 30 mai, l'évacuation des forces britanniques de Bodo commence. Grâce aux nuages et au brouillard, les navires ne subissent pas d'attaque aérienne et le 2 juin, le dernier soldat quitte la ville. Les Allemands s'emparent immédiatement de l'aérodrome qu'ils remettent en état pour appuyer leurs forces autour de Narvik. Le 1er juin, les Alliés informent le gouvernement norvégien de leur intention de quitter la Norvège. Après avoir hésité, le roi se laisse convaincre de suivre le gouvernement en exil. Le 4 juin, l'embarquement des troupes commence. Le même jour, les Allemands lancent l'opération Juno, une sortie des croiseurs allemands Scharnhorst, Gneisenau et Ypres pour soulager la pression sur les hommes de Dilt en allant attaquer Arstadt. Ils sont accompagnés de 4 destroyers. Le 7, les porte-avions Ark Royal et Glorious embarquent les avions basés à Bardufoss et partent en convoi vers Scapaflo. Peu après, le Glorious demande à gagner au plus vite la base et part seul avec 2 destroyers d'escorte. Les Anglais, malgré l'avertissement de leur service d'écoute, ne se doutent absolument pas de la présence d'une escadre allemande dans le secteur, la Kriegsmarine s'étant montrée plutôt discrète après l'exploit des débarquements du début avril. Le 8, les installations portuaires et ferroviaires de Narvik détruites, les derniers convois partent du secteur de Harstad pour rejoindre l'Angleterre. Dans la matinée du 8, apprenant la présence de nombreux navires de transport dans la zone, l'amiral Marshall décide de leur faire la chasse plutôt que d'attaquer Harstad. En début de matinée, un des hydravions embarqués repère le pétrolier Old Pioneer et son escorteur, le chalutier armé Juniper, qui sont coulés à 7 heures. À 11 heures, le transport de troupes Orama et le navire hôpital Atlantis sont eux aussi repérés. Ils avaient quitté leur convoi pour une route plus courte. L'Orama est coulé, mais l'Atlantis, qui respecte le silence radio, est laissé poursuivre sa route. 275 survivants de l'Orama sont récupérés par les Allemands. Mais les Allemands ne repèrent pas le gros des convois et le Ypres, à l'autonomie insuffisante,
est envoyé à Trondheim se ravitailler en milieu de journée, les 2 autres croiseurs continuant leur patrouille. Les interceptions radio leur signalent alors la présence probable d'un porte-avions dans le secteur. C'est le Glorious, sans personnel dans sa pille, sans avion en patrouille, et ses hangars encombrés d'avions de la RAF inutilisables. Il ne dispose que de 3 Gladiator et d'un Swordfish lançable à 10 minutes, et de 5 avions torpilleurs, mais équipés de bombes anti-sous-marines. De plus, il navigue en zigzag pour éviter les sous-marins, qui étaient la menace considérée comme la plus sérieuse. À 15h45, les croiseurs allemands le repèrent et font immédiatement route dans sa direction. À 16h, ils sont repérés par les Anglais et le destroyer Ardent est envoyé les identifier. À 16h15, l'Ardent donne l'alerte tout en engageant les croiseurs, mettant un coup au but avec son 120 mm et lançant une salve de torpilles qui manque leur cible. Les 2 croiseurs ripostent et l'endommagent sérieusement avec leurs pièces secondaires. Les 2 destroyers anglais s'efforcent alors de lâcher un écran de fumée pour masquer le Glorious. Sur le porte-avions, ordre est donné d'équiper de torpilles les avions à la place des grenades. À 16h30, le Scharnhorst ouvre le feu avec ses 280 mm. La 3e salve touche le Glorious à un peu plus de 24 km, ce qui est un record inégalé, perçant le pont et explosant dans les hangars, rendant impossible le lancement d'avions. À 16h45, le Gneisenau à son tour ouvre le feu. Le Glorious est à nouveau touché plusieurs fois et son commandant est tué. À 17h20, l'Ardent, touché à plusieurs reprises, chavire et coule. À 17h30, le 2e destroyer, intact, émerge de la fumée devant le Scharnhorst et tire 8 torpilles, touchant le navire près des machines et tuant 48 marins allemands. La riposte des 2 croiseurs endommage gravement la Casta. À 18h, le Glorious, en feu, chavire et coule. 20 minutes plus tard, la Casta, criblée de coups, coule à son tour. Avec le Scharnhorst gravement endommagé et le risque de voir arriver d'autres unités anglaises, l'amiral Marshall décide de rallier Trondheim sans s'arrêter pour récupérer les survivants de navires anglais. 1559 marins anglais ont péri et seulement 48 survivants seront récupérés. Ce sera le plus grave bilan de pertes humaines de la Royal Navy de la guerre. À noter l'initiative d'un officier de la Navy, le sous-lieutenant Dalzell Job, qui organise l'évacuation des populations civiles avec des bateaux de pêche norvégiens avant un bombardement allemand de représailles. Si la ville est quasiment détruite, seuls 4 civils seront tués. Le roi de Norvège, Haakon VII, le décorera de la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Olaf, ce qui lui évitera d'être sanctionné par la Royal Navy pour son initiative. Le 8 juin, les forces allemandes réoccupent Narvik. C'est la fin de la campagne de Norvège, une nouvelle victoire allemande et la plus grande opération amphibie à l'époque, réalisée alors que l'Allemagne n'avait pas la supériorité navale. Mais les pertes ont été extrêmement lourdes. 1 croiseur lourd, 2 croiseurs légers, 10 destroyers et 4 sous-marins ont été coulés, sans compter les navires endommagés et les transports torpillés. Près de la moitié de la flotte de surface est hors de combat, ce qui influencera fortement la décision d'abandonner le plan de débarquement en Angleterre 3 mois plus tard. 240 avions allemands ont été également perdus, soit près de 10% des forces engagées. Les pertes en hommes s'élèvent pour leur part à plus de 1300 morts, plus de 1500 blessés et environ 2300 disparus. Côté allié, les Britanniques ont perdu en mer 1 porte-avions, 2 croiseurs, 9 destroyers et 6 sous-marins. Mais ils disposent de plus de navires et, finalement, ont accru leur supériorité en nombre et en puissance de navires. La France, elle, a perdu 1 destroyer, le Bison. Près de 4400 Britanniques, 1400 Norvégiens, 400 Français et 300 Polonais ont été tués. Pour les Norvégiens, plusieurs villes ont été détruites par l'aviation et les combats, dont Narvik et Namsos. Le gouvernement et le roi sont en exil et Quisling prend la tête d'un gouvernement pro-nazi. Son nom deviendra synonyme de trahison dans plusieurs langues des pays anglo-saxons. La conquête de la Norvège va donner un avantage certain aux Allemands, leur ouvrant les portes de l'Atlantique, et plus tard leur donnant des bases pour harceler les convois alliés à destination de la Russie. Et c'est l'audace de cette attaque, faite au nez et à la barbe de la Royal Navy, qui marque les esprits. Mais si la Kriegsmarine y réalise un exploit, elle y a subi des pertes considérables dont elle ne se relèvera jamais complètement. La chute de la Norvège est néanmoins éclipsée par une autre audacieuse attaque, l'offensive à l'ouest des forces allemandes.